Nous allons donc avoir la présentation de 8 confrères correspondant aux 8 sections de l'Académie des sciences. Et le premier est Cédric Villani, qui va nous parler de mathématiques, comprendre et prédire. C'est dans un climat d'ébullition mathématique que l'Académie des sciences est fondée en 1666. Le mouvement de redécouverte de la science grecque est encore récent et la traduction des écrits de Diophante, le père de l'algèbre, s'est achevée il y a 40 ans à peine. Une génération de mathématiciens audacieux et prolixes vient de s'éteindre. Ce sont les Mersenne, Descartes, Pascal, Fermat, qui ont posé les bases de la théorie des nombres et de l'analyse, découvert les ponts entre géométrie et algèbre, initié le calcul des probabilités et celui des variations, défriché les lois de l'optique et de l'acoustique, et même construit les premières machines à calculer. Chez tous, on trouvait ce double mouvement des idées mathématiques. L'un tourné vers l'intérieur dans l'étude des concepts et objets mathématiques en eux-mêmes, l'autre tourné vers l'extérieur, en un perpétuel combat pour décrire, comprendre et prédire les phénomènes de la nature, en l'occurrence de la physique. Une génération vient de disparaître, mais une extraordinaire relève se prépare aux 4 coins de l'Europe. À l'université de Cambridge, un étudiant nommé Isaac Newton fait la plus forte impression. Influencé par Wallis et Barrow, il a aussi lu Fermat et Descartes avec enthousiasme. Tenu à l'écart des cours par une épidémie de peste, il travaille entre autres sujets à une toute nouvelle théorie de la gravitation. Un étudiant de Leipzig, un peu plus jeune, Gottfried Leibniz, vient pour sa part de devenir docteur en droit. Il décline un poste de professeur pour continuer l'exploration intellectuelle qui fera de lui l'un des esprits les plus universels de son temps. À Bâle, un riche marchand, Nicolas Bernoulli, éduque son fils Jacob dans l'espoir de le voir reprendre les affaires familiales. Loin de se douter qu'il sera le premier représentant de la plus célèbre dynastie de mathématiciens que le monde ait jamais connue. Et pour l'heure, à Paris, le mathématicien le plus à l'honneur est le néerlandais Christian Huygens, un trentenaire formé à La Haye, Paris et Londres. Son travail sur les pendules a bouleversé la mesure du temps, mais ce n'est que l'un des exploits qui lui valent d'être parmi les toutes premières recrues de Colbert à l'Académie des sciences. Newton, Leibniz, Huygens, les Bernoulli, ils seront les plus fameux héros de la révolution mathématique de cette deuxième moitié du XVIIe siècle. De fortes personnalités qui s'influencent, s'allient, se déchirent, se lancent des défis, s'injurient parfois dans des lettres qu'ils sont presque les seuls à pouvoir apprécier. En quelques décennies, ils produiront plusieurs traités qui comptent parmi les plus importants de l'histoire des sciences. Emblématique de cette période est l'ouvrage de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publié en 1687, qui, comme l'indique son titre, entend développer les fondements mathématiques de la connaissance du monde. Ce programme ambitieux vaudra à son auteur d'être considéré comme l'un des hommes les plus influents de tous les temps. Tout aussi emblématique est la naissance du très puissant calcul infinitésimal, différentiel et intégral, qui permet d'étudier et de mesurer les variations des fonctions. Et non moins emblématique est la féroce querelle de priorité pour la paternité du calcul différentiel qui oppose Newton et Leibniz, préambule à un relatif isolement mathématique dont souffrira la Grande-Bretagne pendant 2 bons siècles. Plus tragiquement, à cette époque, on assiste aussi en France à la reprise des persécutions religieuses qui finiront par chasser Huygens de notre pays. Voici un célèbre extrait d'une lettre écrite par Newton à Leibniz, au temps où il n'était pas encore si fâché. 6A, CC, DAE, 13E, FF, 7I, 3L, 9N, 4O, 4Q, RR, 4S, 8T, 12UX. C'est ainsi que Newton, grand amateur de mystère, avait encodé la phrase latine, légèrement moins mystérieuse, data equatione quodcunque fluentes quantitates involvente, fluxiones invenire, et vice versa. Ce que le mathématicien Vladimir Arnold a traduit librement par « il est utile de résoudre des équations différentielles ». Aujourd'hui, ces cachotteries peuvent paraître puériles, mais l'invention du calcul différentiel était une révolution sans précédent, en ce qu'elle permettait de mettre en équation toutes sortes de problèmes physiques basés sur des tendances et variations. Albert Einstein lui-même n'a-t-il pas déclaré que c'était le pas le plus important jamais accompli en physique ?
Un célèbre exemple est celui de la stabilité du système solaire. Connaissant les équations du mouvement des astres, peut-on prévoir que le système solaire restera tel que nous le connaissons, ou sera-t-il au contraire ravagé par un cataclysme majeur comme la collision de deux planètes? Grâce au calcul différentiel et aux lois de Newton, le problème peut maintenant se formuler en mathématiques par une équation qui fait intervenir les masses et les positions des planètes. Pour chaque astre, la masse multipliée par l'accélération est égale à la somme des forces gravitationnelles exercées par les autres astres. À partir de là, tout ira très vite. Il s'est écoulé 90 générations depuis que Thalès et ses disciples ont rêvé de mathématiser les mouvements des planètes, mais après la découverte des équations différentielles, il suffira de moins de 12 générations pour que l'on puisse envoyer un être humain sur la Lune. Et encore 2 de plus pour qu'une machine puisse se poser sur une comète et nous transmettre une moisson d'informations. Le chemin, cependant, a été semé d'obstacles et de rebondissements et a requis les efforts parallèles de scientifiques et ingénieurs toujours plus nombreux, impliqués dans des projets extraordinairement variés. J'évoquerai pour vous l'une de ces innombrables histoires initiées par nos héros du XVIIe siècle. Elle commence avec un objet familier, le pendule. Une masse au bout d'un fil, animée d'oscillations régulières. Le pendule a toujours été là, sous une forme ou une autre, mais il faut croire que c'est seulement vers 1600 que l'on a commencé à vraiment l'observer, avec les observations de Galilée. Le célèbre savant italien note que la période d'oscillation ne dépend pas de la masse, et cela se verrait bien d'ailleurs dans l'équation du mouvement, qui ne fait pas intervenir la masse, mais qui fait intervenir seulement la longueur et l'intensité de la gravité. En revanche, la période varie en fonction de l'amplitude du mouvement. Quand on voulut utiliser la régularité des battements du pendule pour construire des horloges, cette variation en limitait la précision. Huygens se pose alors une question purement mathématique. Peut-on contraindre le mouvement d'un pendule par une courbe bien choisie pour rendre sa période d'oscillation indépendante de son énergie? La solution n'est autre que la célèbre cycloïde. Cette courbe, obtenue en marquant un point sur une roue et en faisant rouler la roue, ici affichée en rouge. De fait, si un pendule est contraint par 2 joues de forme cycloïdale, alors la masse décrit une trajectoire qui est elle-même cycloïdale. Et ce qui est remarquable, c'est que la période des oscillations sera rigoureusement invariante, comme le démontrent les oscillations synchrones de pendules d'énergie variée ainsi contraints. Grâce à cette découverte, Huygens put faire fabriquer les premières horloges mécaniques de précision avec une erreur inférieure à 1 seconde par heure. Le pendule était loin cependant d'avoir dit son dernier mot. En 1673, l'astronome Jean Richer, recruté comme Huygens à l'Académie des sciences, découvre que son pendule bat un brin plus lentement à Cayenne qu'à Paris. Et Huygens et Newton déduisirent de cette observation anodine que la Terre est légèrement aplatie au pôle, ce qui explique les variations de l'intensité de la gravité selon la latitude. Théorie controversée pendant un demi-siècle, jusqu'à ce qu'une célèbre campagne de mesure en Laponie que l'Académie des sciences confia à Maupertuis. On trouve ainsi, à travers ce pendule, les germes de 2 épopées scientifiques. L'une est la technologie des horloges de précision, dont l'épisode le plus haut en couleur fut le chronomètre de 1765 de Harrison, une petite merveille qui ne défaillait pas de plus d'1 seconde par mois et permettait, par calcul du décalage horaire, le repérage précis en mer. L'autre épopée est la découverte de la forme précise de la Terre, dont le chapitre le plus dramatique fut l'effort héroïque réalisé par Delambre et Méchain au lendemain de la Révolution française pour mesurer la Terre et ainsi offrir au monde une unité vraiment universelle, le mètre. De telles aventures, avec leur lot d'observations surprenantes, de rebondissements et de révolutions conceptuelles, se multiplièrent dans les décennies et les siècles suivants. L'un après l'autre, les problèmes tombèrent dans l'escarcelle de ce qui peut se poser en mathématiques. Au XVIIIe siècle, Euler, Bernoulli et d'Alembert se lancent à la conquête des insaisissables fluides. Il faudra presque un siècle
avant que s'imposent les équations de Navier et Stokes. Avec Condorcet, ce sont les votes des systèmes de décision. Avec Laplace, les fluctuations statistiques des événements aléatoires. Avec Monge, la résolution de problèmes opérationnels tels que le déplacement et réarrangement de matière au moindre coût. Avec Sophie Germain, les oscillations des membranes. Avec Fourier, la propagation de la chaleur. Comme le dit le slogan de Fourier, « Et ignem rerunt numeri », même le feu est régi par des nombres, par des équations. Pour gagner en efficacité et en cohérence, la discipline doit aussi perfectionner sa structure propre et ses outils. Tout au long du XIXe siècle se succèdent des refondations conceptuelles, du à Gauss, Cauchy, Abel, Galois, Weierstrass, Cantor, Poincaré, Hilbert, pour ne citer que quelques-uns. On redéfinit l'analyse, l'algèbre, le concept même de nombre, on fonde la géométrie non euclidienne, la topologie, la notion d'ensemble, la théorie des fonctions complexes permet la recherche systématique de solutions, et en même temps, l'algèbre démontre que certains problèmes ne sont pas résolubles. Avec sa théorie des systèmes dynamiques, Poincaré a introduit un vaste programme d'études qualitatives des solutions aux équations différentielles qui éclaire d'un jour nouveau la mécanique de Newton. Le début du XXe siècle connut aussi son cortège de révolutions. La théorie de la mesure et des volumes, la théorie des probabilités, fut refondée par Borel, Baire, Lebesgue et Kolmogorov. La physique statistique, la mécanique quantique et même la finance reçurent tous leur traitement mathématique personnalisé. Mais le plus étonnant de ces ouragans scientifiques se leva dans la logique, interrogeant les fondements même de la discipline. Qu'est-ce qu'un raisonnement? Qu'est-ce qu'une preuve? Quels sont les problèmes qui ont une solution et ceux qui n'en ont pas? Et qu'est-ce que cela veut dire 1 + 1 = 2? Source des Principia Mathematicae de Russell et Whitehead, qui se termine effectivement, après 160 pages, par la démonstration que 1 + 1 = 2, source aussi des travaux de Church, Gödel et d'autres, ces abîmes de perplexité aideront finalement von Neumann, Turing et Shannon à imaginer les ordinateurs, machines logiques capables de réaliser n'importe quelle opération mathématique. Remarquablement, l'une des premières motivations de ces pionniers de l'informatique était l'étude systématique des équations différentielles, un sujet décidément universel. Le début du XXe siècle, c'est aussi la découverte que la matière est faite de constituants élémentaires, dont la liste ne cessera de s'allonger, tout en étant de plus en plus régie par des lois algébriques. Les lois mêmes de la physique sont soumises aux symétries, comme le comprennent Einstein et Noether. Et si les statistiques ont joué un rôle majeur dans la mise en évidence des atomes, ce sont des symétries sophistiquées qui aboutiront à la prédiction de l'antimatière ou du boson de Higgs, entre autres. Il m'est impossible ici de rendre justice au développement mathématique du dernier siècle, qui fut peut-être le plus riche de tous. Aux côtés des nouveaux exploits conceptuels des Bourbaki, Weil, Schwarz, Wiener, Hironaka, Ito, Serre, Atiyah, Cartan, Tchern, Grothendieck, Cohen, Leray, Maliavin, Gromov, Gelfand, Thurston, Schwarz, Hörmander, Nash, Wiles, Perelman et tant d'autres, on vit des centaines de nouveaux sujets se former. Pour n'en évoquer qu'un qui m'est cher, c'est en 1933 que Thorsten Karlemann effectue la première étude mathématique de l'équation de Boltzmann qui décrit l'évolution statistique d'un gaz soumis à d'incessantes collisions. Aujourd'hui, la littérature mathématique sur le sujet couvre des dizaines de milliers de pages, sans parler bien sûr de la littérature physique. Et les mathématiciens eux-mêmes se comptent maintenant en centaines de milliers, fonctionnant en système de recherche hautement organisé, publiant plus que jamais, et sans doute un peu trop, dans des centaines de revues spécialisées, le plus souvent en collaboration. Ils se retrouvent à travers le monde dans un incessant balai de colloques et courriels. Le rôle des mathématiciens dans l'industrie est reconnu. Ils se sont fait encenser et vilipender et à l'occasion traités de criminels. Le temps de l'artisanat de Newton et ses collègues est bien loin et pourtant leurs questions sont toujours parmi nous, de même que le désir irrésistible de comprendre et prédire les phénomènes. Désir parfois couronné de succès et parfois tenu en échec. Ainsi, à la question posée par Newton, le système solaire est-il stable? Après 350 ans de travaux, l'introduction de l'algèbre linéaire, des systèmes dynamiques, du calcul des probabilités, de la théorie du chaos, des systèmes hamiltoniens perturbés, des schémas symplectiques, du calcul à haute performance, et les contributions de monstres sacrés comme Laplace, Lagrange, Poincaré et Kolmogorov, à cette question de stabilité, nous pouvons finalement répondre avec assurance « peut-être ». Un peut-être qui n'est pas si honteux, car l'on ne peut faire mieux. Le sort de l'univers à long terme s'évalue de manière probabiliste, à moins d'avoir accès à une précision infinie, inatteignable et absurde.
Ainsi, les deux monstres conceptuels que sont le hasard et l'infini se sont invités dans cette longue histoire où les thèmes de la prédiction et de l'imprédictibilité s'entrecroisent comme dans un grand roman, avec son lot de rebonds ironiques. Le monde semblait si prédictible quand Gauss parvint à retrouver l'orbite perdue de l'astéroïde Cérès, puis à maîtriser celle de sa petite sœur Vesta. Mais quelques 2 siècles plus tard, notre confrère Jacques Lascar démontrera l'effet déstabilisant qu'ont Cérès et Vesta sur l'ensemble du système solaire, interdisant toute prédiction au-delà de 60 millions d'années. Et pour ce qui est de la mesure du temps, disons que le programme initié par Huygens a tant progressé au gré des opportunités scientifiques que les meilleures horloges modernes ne varieraient pas d'1 seconde en 1 milliard d'années. Mais surtout, les battements du cœur, le temps qu'il fera dans une semaine, les influx électriques au sein de nos neurones, la croissance d'une tumeur ou d'une rumeur, tout cela et bien plus a été mis en équation pour être compris et prédit. Ainsi, la mathématique est fière de participer, en bonne entente avec bien d'autres sciences, à certaines des grandes aventures technologiques de notre temps, à travers les algorithmes qui alimentent le cœur artificiel développé par notre confrère Alain Carpentier, ceux qui coordonnent les sources d'électricité dans les grilles intelligentes, ou encore ceux qui analysent les mesures des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Ce grand brassage de disciplines, plus actif que jamais, est à l'image de celui que l'on retrouve dans nos académies et dans notre monde. Je vous remercie.